Donc, les effets indésirables néfastes du mode de scrutin. Pourquoi proposez-vous de changer le mode de scrutin en résumé? Ouais. Alors, ça fait plusieurs décennies au Québec que les gens parlent de réforme du mode de scrutin, et il y a une raison pour ça, c'est que notre système considère qu'il ne reflète pas la volonté de la population. En même du temps de René Lévesque, quand lui considérait que notre mode de scrutin, il disait qu'il était démocratiquement infect. Il disait que finalement, au bout du compte, les gens vont voter, enregistrent des votes, et le résultat final, donc la composition de notre Assemblée nationale, ne reflète pas comment la population a voté. Et pourquoi ça fait ça? C'est qu'on se trouve avoir un système au Québec qui est inspiré de traditions britanniques, donc du système utilisé en Grande-Bretagne, qui en fait s'appelle le First Past the Post en anglais, donc en français le premier rafle-tout. C'est qu'en fait, on se ramasse à avoir 125 élections dans 125 circonscriptions le même jour, et le gagnant ou la gagnante de chacune de ces 125 circonscriptions-là compose donc l'Assemblée nationale. Et c'est le parti qui a le plus de sièges qui forme le gouvernement. Le problème, c'est quand on regarde les résultats dans chacune de ces courses-là, dans chacune des 125 circonscriptions, on se rend compte que des fois, par quelques votes seulement, quelqu'un peut gagner. Et quand la personne gagne, peu importe comment les autres partis ont obtenu de votes, ça ne compte pas dans le résultat final. C'est le fait qu'une personne qui a gagné à cet endroit-là, c'est comme si la personne gagnait 100% des votes. Alors que si on calcule tous les votes dans chacune des circonscriptions, parce qu'on sait que les populations des fois varient un peu d'une circonscription à l'autre, le taux de participation aussi va varier un peu, donc quand on va calculer tous les votes, on se rend compte au final que très souvent, et en fait c'est toujours arrivé, les proportions de votes que chaque parti a obtenues ne correspondent pas du tout aux proportions de sièges. Et c'est là qu'on dit que ça fait aucun sens. Et pire, c'est qu'on se ramasse des fois à ce qu'un parti donc, obtient la majorité des sièges, donc devient un gouvernement qu'on dit majoritaire, ce qui veut dire que le gouvernement peut voter ce que bon lui semble. Il n'a pas besoin d'avoir l'avis des autres partis. Donc il vote ce qu'il veut sans avoir besoin de consulter ailleurs. Et finalement, donc, devient majoritaire sans avoir obtenu la majorité des votes. Et c'est arrivé plusieurs fois aussi au Québec que le parti qui a obtenu le plus de votes n'a pas été celui qui a été au gouvernement. C'était le parti qui est arrivé deuxième qui a formé le gouvernement parce qu'il avait obtenu le plus de sièges et non d'avoir obtenu le plus de votes. Et c'est ça qu'on dit que c'est injuste. On croit que chaque parti devrait ni plus ni moins obtenir les proportions de sièges qui correspondent à ces proportions de votes. Ça semble être le gros bon sens, mais ça dirait que c'est pas ça qu'on a présentement au Québec. D'autres aussi effets néfastes de notre système, on regarde par exemple dans certaines régions, et c'est le cas même dans nos élections actuelles, en 2018, on a certaines régions, comme par exemple dans les Laurentides, où il y a eu 100% des sièges qui ont été au même parti. Donc dans les Laurentides, tous les sièges ont été à la CAQ. Alors que c'est pas vrai que 100% de la population qui a voté pour la CAQ. Donc si on prenait un système proportionnel, les sièges auraient été plus diversifiés que ce qu'on trouve, par exemple, dans ces régions-là. Alors, on considère que le système actuel ne reflète pas la volonté populaire dans les régions, ne permet pas aux régions d'être bien représentées. Et aussi, un des effets, c'est que, on l'a vu donc dans notamment le précédent gouvernement avec M. Couillard, où on a eu des ministres responsables de régions qui ont obtenu la responsabilité de certaines régions qui n'étaient pas du tout leur région. M. Arcan, un député de Westmount ici donc à Montréal, se ramassait donc à représenter la région de la Côte-Nord. Et on se dit, mais comment est-ce que quelqu'un de Montréal peut représenter la Côte-Nord? Mais c'est parce que dans la Côte-Nord, il n'y avait pas d'élus du parti au pouvoir. Donc on se ramasse à avoir des ministres responsables de régions qui ne viennent pas de ces régions-là. Alors que dans un système proportionnel, on serait sûr d'avoir au moins un élu du parti au pouvoir dans chacune des régions, ce qui permettrait d'avoir comme ça une représentation plus juste des régions. Donc pour toutes ces raisons-là, on considère que notre système actuel devrait être réformé, et ça fait donc des décennies ça fait des décennies que les gens donc, demandent une réforme du mode de scrutin, et on croit là, que cette année va être la bonne. Également, vous dites que si on change le mode de scrutin, ça va permettre une meilleure représentation des femmes, des minorités culturelles, des jeunes. Comment ça se fait qu'en ce moment, ils sont sous-représentés et qu'en changeant le mode de scrutin, ils seraient mieux représentés? Comment on peut expliquer cela? Ouais. Il y a des groupes présentement qui sont sous-représentés.
à plein d'endroits dans la société. Ça peut être autant au niveau politique, ça peut être sur les conseils d'administration des entreprises, ça peut être à différents niveaux. C'est vrai que les femmes sont sous-représentées, les communautés ethnoculturelles sont sous-représentées, les jeunes aussi sont sous-représentés. Et pour ça, il y a des raisons pour ça, effectivement, des raisons systémiques qui font que très souvent, les hommes blancs de 50 ans et plus sont souvent ceux qui ont le plus de représentation dans les lieux décisionnels. Et ça, c'est des biais de notre société qui font que ces gens-là se ramassent plus souvent dans des positions de pouvoir. Il y a bien des gens qui peuvent penser que c'est des gens qui sont en meilleure position de prendre des décisions, qui ont une meilleure compréhension des enjeux, alors que ça, on peut très facilement démontrer que c'est pas vrai. On voit très bien qu'il y a une richesse qui est apportée par une diversité dans les lieux décisionnels, mais force est d'admettre que la société n'est pas rendue au point de considérer que ces différents groupes-là, de façon naturelle, peuvent accéder à ces postes-là. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des règles dans notre système, si on trouve que c'est important que les femmes soient mieux représentées, les communautés ethnoculturelles le soient, et les jeunes également, qu'il y ait des règles qui fassent en sorte qu'on ne vienne pas favoriser les femmes, pas favoriser les communautés ethnoculturelles, mais venir compenser pour le fait qu'elles sont défavorisées. Ces groupes-là sont défavorisés, donc l'idée c'est de ramener à un certain équilibre, et pour ça, il y a différentes façons de le faire. Il existe des pays dans le monde où, par exemple, ils s'assurent qu'il y ait une parité dans les candidatures. Donc, les listes de candidats et de candidates, on doit s'assurer qu'il y ait la moitié d'hommes, moitié de femmes. Donc ça peut être des règles qui peuvent être proposées. Mais aussi dans des systèmes à finalité proportionnelle, comme ce qui est proposé pour le Québec, il y a une partie des élus qui sont donc des élus dans les circonscriptions, comme avec le système actuel, et une partie des élus qui sont élus, ce qu'on appelle donc sur des sièges de compensation, pour venir équilibrer, venir dans le fond ajouter des élus pour venir faire en sorte qu'au total, un parti obtienne le pourcentage de sièges qui correspond à son pourcentage de vote. Et au niveau de ces élus-là de compensation, ils proviennent de listes de candidats. Et là, on peut dire, par exemple, que sur ces listes-là, il y a une alternance femmes-hommes. Donc, on dit, on commence par femmes-hommes, femmes-hommes. Donc, si un parti obtient 4 sièges dans une région, on prend sa liste, on prend les 4 premiers en haut, et s'il y a une alternance femmes-hommes, on s'assure au moins, à ce niveau-là, qu'il va y avoir autant d'hommes que de femmes dans les élus. Donc, c'est pas parfait, ça n'assure pas une parfaite parité, mais c'est différentes mesures qui permettent comme ça de venir compenser pour le fait que certains groupes sont défavorisés. Si on prend les communautés ethnoculturelles, une des consignes, une des recommandations, c'est qu'il y ait des incitatifs financiers aux partis, donc les partis qui reçoivent une partie de fonds publics, qu'ils reçoivent donc un financement en fonction de s'ils atteignent un certain pourcentage de candidatures issues de ces communautés-là. Et la règle qu'on propose, c'est qu'on se fie sur le pourcentage de membres de la communauté, que ce soit de minorités visibles ou de nouveaux arrivants, mais selon le pourcentage que ces populations-là représentent par région. Donc, c'est-à-dire, on ne veut pas imposer, disons, à une région, dire vous devez avoir 50% de gens de la diversité. C'est dire, si dans une région, ça représente 4%, 5%, 6%, que le parti obtiendrait son incitatif financier s'il atteint le 6% de candidatures correspondant à ce groupe-là. Donc, c'est plus des mesures comme ça qui sont proposées pour venir effectivement compenser pour le fait que certains groupes sont sous-représentés présentement. On va laisser passer le vent un peu. Ouais. Pouvez-vous juste nommer quelques pays qui ont adopté le mode de scrutin que vous proposez? Nous, ce qu'on propose, c'est un système donc, proportionnel mixte compensatoire, donc un système qui comprend à la fois une partie du système qu'on a actuellement, donc d'origine britannique, et une partie de système qu'on dit proportionnel, donc pour venir compenser donc, les écarts entre la proportion de votes obtenus par les partis et les proportions de sièges. Et ça, c'est utilisé ailleurs dans le monde. On n'est pas là pour inventer quelque chose de nouveau. Donc, ça se base sur de l'expérience réelle qui s'est vécue dans plein de pays. On dit que plus de 85% des pays industrialisés utilisent un système à finalité proportionnelle. Donc, ça veut dire que la très grande majorité des pays qui sont comparables à nous utilisent un système comme ce qui est proposé. Maintenant, il y a différentes variantes. Parce qu'un système proportionnel, on peut dire ce que c'est, ça utilise du vote
par région, pour l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a des listes? Est-ce qu'elles sont ouvertes ou fermées? Donc, il y a différentes modalités d'un mode de scrutin. Et nous, on se compare beaucoup à ce qui se fait en fait en Écosse, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est des pays, des États qui sont très stables et qu'on ne peut pas dire que c'est à cause de leur mode de scrutin qu'ils ont des problèmes. Hein. C'est des pays, c'est sûr que c'est pas tout qui est parfait. Évidemment, il n'y a aucun système qui est parfait. Il y en a qui vont dire, bon, en Allemagne récemment, ça a été peut-être assez difficile de former des coalitions et des tensions. C'est vrai qu'on ne dit pas que c'est parfait ce qui est proposé. Par contre, quand on regarde les avantages et les inconvénients, il y a beaucoup plus d'avantages dans un système à finalité proportionnelle qu'il y a d'inconvénients. Et même, ce qui est intéressant, quand on regarde les pays qui ont migré vers un système proportionnel, il y en a une grande liste. Les pays qui ont voulu venir vers notre système à nous, il n'y en a aucun. Ça, c'est intéressant aussi à comparer. Et même quand on regarde au niveau de la société civile, hein, dans tous les pays industrialisés, comme nous, qui ont un système d'origine britannique, donc le first past the post, donc le scrutin majoritaire uninominal à un tour, il existe des mouvements de société civile, des mouvements sociaux pour s'en aller vers la proportionnelle. Alors que quand on regarde dans les pays qui ont un système proportionnel, il n'existe aucun mouvement social qui exige, qui demande de venir vers un système comme le nôtre. Donc ça aussi, c'est intéressant quand on compare, de finalement se rendre compte, effectivement, il y a une légitimité à vouloir tendre, à se rendre vers un système proportionnel, simplement en regardant ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et peut-être aussi une chose à noter, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont donc adopté un système proportionnel mixte compensatoire, et après un certain nombre d'élections, ils ont fait un référendum pour demander à la population, êtes-vous satisfait de ce nouveau système ou voulez-vous revenir à notre système actuel, le système de tradition britannique? Et majoritairement, les gens ont dit non, on veut garder le système à finalité proportionnelle. Donc ça aussi, c'est intéressant. Quand on dit les gens qui ont testé les deux, finalement préfèrent le système proportionnel après l'avoir essayé. Parce que nous, on trouve que c'est important que les gens puissent faire un choix éclairé, hein, de respecter les citoyennes et les citoyens pour leur permettre de choisir en comparant deux options qu'ils connaissent. Et en Nouvelle-Zélande, ils l'ont fait et on voit le résultat que ça a donné. Donc nous, on croit qu'au Québec, on peut être aussi là, on est aussi intelligent que les gens en Nouvelle-Zélande, en Écosse ou en Allemagne. D'après nous, les gens au Québec vont comprendre comment fonctionne un système comme celui-là et vont y adhérer autant que ça s'est fait dans ces autres pays. Excellente réponse, c'est parfait. Vous avez expliqué en résumé comment ça marchait, le système que vous proposez, le mode de scrutin mixte, donc des députés de circonscription, des députés de compensatoire. Est-ce que vous pouvez juste expliquer de façon peut-être un peu plus détaillée comment ça marcherait? Donc, est-ce qu'il y aurait des seuils? Est-ce qu'il y a des seuils? Donc, vous avez parlé d'alternance homme-femme sur les listes, comment ça serait choisi les listes. Est-ce que vous pouvez expliquer de façon un peu plus détaillée, peut-être en 2-3 minutes, comment ça fonctionnerait, ce système-là? Ouais. En fait, déjà, notre système actuel, comment ça fonctionne, c'est qu'on a donc chaque parti qui propose une liste de 125 candidates et candidats pour 125 circonscriptions. Donc, chaque parti choisit, il y en a qui en proposent moins, là, il y en a qui ne couvrent pas les 125 circonscriptions, mais disons, on a une liste de 125 personnes. Des fois, il y a des campagnes d'investiture, hein, que les candidats, les candidates se proposent dans les circonscriptions, qu'il y a des votes, finalement les gens choisissent qui va être candidat pour le parti. Dans bien des cas, c'est le chef qui va choisir les candidates, les candidats, et dans tous les cas, les chefs ont un pouvoir décisionnel de dire si oui ou non ils acceptent un candidat ou une candidate. Ça, c'est notre système actuel dans lequel on fonctionne. Et comme j'expliquais, donc chaque parti, dans chaque circonscription, a ses candidats, et c'est la personne qui obtient le plus de votes, même si c'est par une seule voix, qui l'emporte. Donc c'est un peu comme quand on compare ça à des courses de chevaux, le cheval qui l'emporte, le premier, même s'il arrive une fraction de seconde en avant du deuxième, c'est lui qui l'emporte, qui gagne la course. Donc ça, c'est notre système actuel, avec tous les problèmes que ça implique de différence entre les proportions de vote de l'ensemble du Québec que chaque parti a obtenu et les proportions de sièges. Ce qui est proposé pour le Québec, c'est de dire, on veut garder les avantages de notre système actuel. On sait que les gens aiment avoir un élu ou une élue à qui ils peuvent s'adresser et qui savent qu'ils couvrent leur territoire. Ça, c'est quelque chose qui est un héritage de notre système actuel que les gens veulent conserver. Parce qu'il existe des pays dans le monde
où il fonctionne avec une liste nationale, par exemple, et que si un parti obtient 30% du vote de l'ensemble du pays, ben, il obtient 30% des sièges, et là on prend une liste, on descend les premiers candidats jusqu'à temps que ça fasse 30%, et les gens, quand ils votent aux élections, ils votent pour le parti, ils ne savent même pas qui va obtenir les sièges. Donc ça, au Québec, personne ne veut ça. Donc personne, des fois, les gens disent « en Israël, ça marche mal ». Personne ne veut un système comme celui-là. Nous, ce qu'on dit, on veut garder une partie de notre système qui implique des représentants, des représentantes de circonscription, mais on veut avoir une proportion, donc ça risque d'être à peu près du 60%, 40%, donc environ 75 ou 78 sièges de circonscription, comme on a présentement, et une cinquantaine de sièges de compensation. Et quand les gens vont aller voter, ce qu'ils ont à faire, ils vont avoir un bulletin de vote qui va dire ben, qui voulez-vous que soit votre représentant ou votre représentante de votre circonscription, comme on fait présentement. Donc là, ils vont avoir une liste de noms, les gens vont pouvoir cocher, dire moi je veux cette personne-là, cette personne-là. Ça peut être une personne associée à un parti, ça peut être un indépendant. Hein, parce que présentement, quelqu'un qui veut se présenter comme indépendant n'a pas énormément de chance, là. Parce que souvent, c'est le parti qui fait beaucoup campagne, et là, les gens vont voter plus pour le parti que pour le candidat ou la candidate. Alors que là, ça permettrait aux gens de voter vraiment pour le candidat ou la candidate de leur circonscription. Et à côté, tu as une liste des différents partis. Et là, on dit aux gens, votez pour le parti que vous croyez qui devrait être le plus représenté à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend donc le vote du deuxième vote de l'ensemble des électeurs et des électrices pour dire combien de pourcentage chaque parti obtient. Et là, si un parti obtient 30%, on dit OK, 30%, à combien ça correspond en termes de sièges? Et ça, c'est le nombre total que le parti devrait obtenir de sièges pour que ça soit proportionnel. Maintenant, une fois qu'on sait ça, on regarde combien de circonscriptions le parti a remporté en fonction du premier vote. Donc, si le parti a obtenu assez de candidats, de candidates élus dans des circonscriptions pour atteindre le pourcentage de vote du deuxième bulletin, là, le pourcentage d'appui au parti, on ne touche pas. On dit, OK, c'est bon, vous avez obtenu assez de sièges. Par contre, et comme ça arrive souvent dans nos élections, si un parti n'a pas obtenu assez de sièges avec les circonscriptions par rapport au pourcentage de votes qu'il a obtenu, c'est là qu'on lui accorde des sièges de compensation pour compenser, pour venir lui faire atteindre le pourcentage de votes qu'il a obtenu dans l'ensemble du Québec. Et ces sièges de compensation-là, donc, qui proviennent des 50 sièges de compensation, ben, pour les allouer, on va dire, ces 50-là sont donc répartis selon les régions du Québec. Donc, ce n'est pas tous des gens de Montréal, tous des gens de Québec. Donc, l'idée, c'est de répartir ces 50 sièges-là par région et de dire, bon, ben, dans quelle région le parti a obtenu la meilleure performance et est aussi le plus sous-représenté par rapport à sa performance. Donc, si un parti a droit à 10 sièges sur les 50 sièges, on va dire, OK, bon, ben, dans quelle région il y a eu le plus grand écart de représentation, et on va accorder à ce parti-là donc des sièges dans cette région-là, jusqu'à concurrence du pourcentage d'appui de la région. Donc, on ne veut pas qu'une région, par exemple, obtienne trop de sièges d'un parti par rapport à l'appui qu'il a obtenu dans la région. L'idée, ce n'est pas d'imposer à une région un parti que la région n'aurait pas appuyé. Donc l'idée, c'est de prendre, si un parti obtient donc 10 sièges de compensation, on regarde dans quelle région il est le plus sous-représenté, on lui accorde peut-être 3, 4 sièges dans cette région-là, ensuite on passe à la deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à épuiser le nombre de sièges qui lui revient. Donc ça, de cette façon-là, on s'assure que chaque parti obtienne la proportion de sièges qui correspond à la proportion de votes, et on s'assure que les sièges de compensation sont attribués dans les régions où le parti a eu une bonne performance, et on fait en sorte comme ça qu'on vient le moins possible déséquilibrer donc, la présence de partis dans les différentes régions, mais tout en respectant la finalité qui est donc que chaque parti obtienne la proportion de sièges qui correspond à sa proportion de vote. Et la question des listes hommes-femmes, c'est que dans chacune des régions, si on dit bon, ben, un parti obtient 3 sièges dans une région donnée, ben, chaque parti aura proposé une liste de candidates et de candidats pour sa région, correspondant au nombre de sièges de compensation de la région. Et donc, quand les gens vont voter, là, et qu'ils votent pour leur deuxième bulletin de vote pour le parti, ils savent que si leur parti obtient des sièges de compensation dans leur région, voici les candidates et les candidats qui vont obtenir des sièges. Donc, les gens savent qui sont les personnes qui vont obtenir des sièges, et ces personnes-là peuvent avoir été choisies dans un processus de campagne d'investiture comme on le fait présentement.
Ça se peut que ça soit le parti qui les choisisse, mais il pourrait très bien y avoir une course à l'investiture et qu'on choisisse comme ça les personnes sur la liste. Et donc, ces listes-là, ce qui est proposé, c'est qu'elles alternent femmes-hommes pour faire en sorte justement qu'on vienne rééquilibrer la sous-représentation des femmes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit que ça serait un système qui permettrait d'avoir une plus juste représentation de chacun des partis, de faire en sorte que chaque région là, obtienne une représentation diversifiée, que ce ne soit plus une région qui est représentée par 100% du même parti. Ça ne se pourrait pas dans ce système-là. Donc, ce système-là là, permettrait d'avoir, OK, peut-être mettons une région qui a 6 sièges, peut-être tu aurais 4 sièges de 1 ou 2 partis, mais les autres sièges de compensation seraient attribués à d'autres partis, parce que dans une région donnée, c'est pas vrai que tu as 100% des gens qui votent pour le même parti. Donc ça viendrait comme ça refléter mieux l'appui populaire à chacun des partis dans une région donnée, ce qui ferait en sorte qu'on aurait donc plus de politique qui se ferait entre ces gens-là, de négociations, de compromis, pour avoir une vision stratégique à long terme pour la région. Parce que ce qui se passe présentement, c'est que quand tu as une région qui est 100% d'un parti, l'élection suivante, ça se peut que ça devienne 100% d'un autre parti, comme on voit là, présentement avec des élections. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que tout d'un coup, tu as une vision de la société complète qui change. Boum! Parce que souvent, c'est des gens qui ont des visions très différentes de comment doit se faire le développement régional. Alors, on se ramasse à voir des gens qui viennent en poste, qui se font élire, et que là, ça change complètement la façon de voir le développement. Alors que dans un système proportionnel, il n'y aurait pas ce grand changement-là, des vagues, là, ça ne se passerait pas. Il y aurait des changements graduels, d'une élection à l'autre, il y aurait un parti qui obtiendrait un peu plus de votes, un peu moins, et qui aurait un peu plus de sièges, un peu moins de sièges, mais ce qui permet surtout d'éviter qu'il y ait une concentration du pouvoir dans un seul parti, et ça nous permet d'avoir une vision à long terme, parce que les gens savent qu'ils n'auront pas un pouvoir absolu, donc ils savent qu'ils doivent se concerter avec les autres partis. Ils sont obligés de gouverner par coalition, donc de faire des compromis, et en sachant qu'ils sont obligés de le faire, ils vont le faire. Tandis que présentement, on est plus dans une culture où il faut être en compétition parce qu'on espère se faire élire aux prochaines élections de façon majoritaire. Donc on veut rabaisser les autres pour sortir du lot. Alors que quand on regarde dans les pays qui ont un système proportionnel, ce qu'on observe, c'est que les partis qui sont en campagne n'essaient pas de descendre les autres, ou moins, ils se présentent comme étant le parti qui peut le mieux faire de concertation avec les autres partis, qui peut le mieux collaborer avec les autres. Et ça, c'est un changement important de discours politique. Puis bien franchement, moi je trouve que ça serait vraiment rafraîchissant d'avoir ça au Québec. Et je pense que l'élite politique, à ce moment-là, dégagerait, elle serait beaucoup plus inspirante pour la population, pour les jeunes entre autres, qui pourraient avoir beaucoup plus confiance en cette élite politique-là. Donc ce qu'on espère... Vous parlez de culture de collaboration. C'est ça. Avec une réforme comme celle-là, ça aurait un impact sur la culture politique qu'on aurait au Québec, parce qu'au lieu d'être en mode de confrontation, essayer de se dégager en se montrant comme étant celui qui peut le plus prendre des décisions et de gouverner de façon majoritaire seul, on serait dans une culture de collaboration où les partis n'auraient pas le choix de toute façon à faire des compromis, à collaborer. Et ça, bien franchement, je trouve que ça serait rafraîchissant comme message qu'on envoie à la population et aux jeunes, entre autres, de voir notre élite politique comme étant beaucoup plus en harmonie avec ce qu'on a comme culture au Québec. Au Québec, on n'a pas une culture de confrontation, on est une culture de consensus, on est une culture de collaboration, et de voir notre élite politique adhérer à cette culture-là, moi je pense que ça serait franchement rafraîchissant et beaucoup plus inspirant, et qui donnerait beaucoup plus confiance à la population en notre classe politique et en leur façon de gouverner dans l'intérêt de toutes les Québécoises et les Québécois. Parfait. Et voilà. Donc, je voudrais juste savoir, Monsieur Blais, je lui ai demandé sur une échelle de 1 à 100, ce serait quoi la probabilité selon lui qu'une réforme a lieu dans les prochaines années. Il m'a répondu 33%. Ah ouais. Selon lui, c'était probable. C'était probable. Moi, je voudrais savoir, selon vous, sur une échelle de 1 à 100, ça serait où? Exactement. Moi, je suis plus proche du 90%. Là. Ouais. Il faut qu'il y en ait un d'optimiste dans la gang. Mais, écoutez, je comprends qu'il y a des gens qui soient sceptiques et qui soient méfiants. Puis c'est vrai, parce que si on regarde l'histoire, si l'histoire est garante de l'avenir, je pense que il y a bien des gens qui en ont vu passer, des tentatives de réforme. Et pourquoi ça ne fonctionne jamais, ça?
c'est parce qu'on se ramasse à avoir des partis qui prennent des engagements lors de campagnes électorales, qui arrivent après la campagne et qui se défilent de leur engagement quand ils se rendent compte que finalement, ça peut jouer contre leur propre intérêt. Et c'est pas tant les chefs, souvent, qui sont l'obstacle, c'est la députation, c'est le caucus. Parce qu'il y a des gens qui se font élire et qui après ça disent « Mais wow, attends une minute, si tu fais une réforme, est-ce que ça veut dire que moi, mon siège, soit ne va plus exister, soit je vais être un candidat de liste plutôt qu'un candidat de circonscription. » Et là, les gens ne savent pas trop qu'est-ce que ça va impliquer. Donc oui, il y a des craintes, et on peut comprendre, c'est des craintes humaines, c'est humain ça, d'avoir de crainte pour soi-même, de son propre avenir. Mais ce qu'on a fait, nous, et qui est différent de tout ce qui s'est fait par le passé, c'est qu'on a appris de ces expériences-là. Comme mouvement social, le MDN, le Mouvement Démocratie Nouvelle, on a vu entre autres ce qui s'est passé avec Justin Trudeau au fédéral. Justin Trudeau avait pris un engagement, mais un engagement quand même assez large. Je veux dire, on va avoir les dernières élections avec notre mode actuel. Il n'avait pas dit quel mode il allait adopter par la suite, il n'avait pas dit comment ça allait se faire, et surtout, il n'avait pas dit qu'il allait collaborer avec les autres partis. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après l'élection, il est arrivé, et il a fait un simulacre de consultation en sachant très bien, dès le départ, qu'il ne voulait pas la faire, cette réforme-là. Lui, il avait une idée, il l'a dit clairement dans les journalistes, aux journalistes et tout ça, qu'il voulait un système préférentiel, donc que les gens mettent en ordre leur préférence de candidat, ce qui aurait donné un avantage clair au Parti libéral, qui serait le deuxième choix de bien des électeurs. Alors ça, les gens n'en voulaient pas, les autres partis n'en voulaient pas, la population non plus, et c'est là qu'ils se sont enfargés et qui n'ont pas pu obtenir de résultats. Donc, en apprenant de ça, on s'est dit, nous, on ne veut pas faire ça au Québec. Et ce qu'on a fait, c'est que depuis 2016, on a démarché de façon transpartisane des différents partis, les acteurs de la société civile, on les a fait s'asseoir ensemble et on les a fait déjà entendre des experts qui venaient nous expliquer les faits, pas les opinions. Parce que souvent, ce débat-là, c'est nourri par des opinions, des « je pense que », « j'ai l'impression que ». Ça, bien franchement, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les faits. Comment ça fonctionne dans les pays qui ont un système comme ça? Est-ce qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques, des meilleures pratiques? Et il y en existe dans le monde. Et c'est qu'en écoutant ça, c'est comme ça qu'on en est venu à faire en sorte que les partis adhèrent à certains principes. Donc, ils se sont entendus là-dessus. Et on est venu à une entente transpartisane signée par les chefs, donc le 9 mai 2018, où François Legault, Jean-François Lisée, Manon Massé, qui était représenté par Gabriel Nadeau-Dubois, et Alex Tyrrell du Parti vert du Québec, ont signé une entente ensemble. Le Parti libéral n'était pas là, effectivement, mais les autres partis d'opposition se sont entendus, mais pas juste sur une promesse, on va réformer le mode de scrutin. On va réformer le mode de scrutin avec un système proportionnel, mixte compensatoire, avec liste régionale, respectant 6 principes, et qu'il va y avoir un dépôt de projet de loi d'ici le 1er octobre 2019. Ça, c'est dans l'entente. Ça, c'est du jamais vu. C'est inédit. Ça ne s'est jamais fait ailleurs. Donc ça, c'est ça, moi, qui me fait avoir confiance que ça va marcher. C'est qu'on a une entente ferme, solide, et surtout, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, avec François Legault, il a réaffirmé cet engagement-là. Il aurait pu facilement dire « on a plein de choses à faire, on va prioriser d'autres choses ». Non, il a réaffirmé sa volonté de réformer le mode de scrutin. Il y a la ministre responsable du dossier, Sonia Lebel, ministre de la Justice, qui a hérité de ce dossier-là, qui est donc quelqu'un en qui nous on a grandement confiance, qu'on l'a rencontré avant la campagne électorale. Elle était très intéressée par le dossier, elle se montre toujours intéressée. Benoît Charette, donc adjoint parlementaire sur le dossier, qui a été mandaté pour s'occuper de développer donc, ce projet-là. Lui, c'en est un qui était là depuis la démarche transpartisane en 2016, a été impliqué. Donc François Legault a fait le choix de confier le dossier à des personnes de confiance, mais qui sont aussi sincèrement intéressés par le dossier. Il aurait pu facilement confier ce dossier-là à quelqu'un de junior ou à quelqu'un qui arrive qui n'avait pas de maîtrise du dossier ou peu d'intérêt. Il l'a confié à des gens qu'il sait déjà que ces gens-là se sont déjà commis, comme Benoît Charette, s'est déjà exprimé publiquement en faveur d'une réforme. Donc, pour nous, c'est des signes qui nous font dire qu'il est réellement intéressé à le faire. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que les élus de la CAQ, pour la plupart, sont des gens qui ne sont pas des politiciens de carrière. C'est des gens qui sont arrivés là, je pense, de bonne foi, avec une volonté de changer les choses, et qui arrivent là avec des projets comme ceux-là, qui peut-être peuvent avoir un impact, c'est vrai, sur leur carrière politique, mais justement, comme il y en a plusieurs qui ne sont pas là dans une optique de carrière politique, c'est ce qui nous font croire qu'il va peut-être y avoir moins de résistance de la part du caucus
de la CAQ qu'il y en aurait eu, par exemple, de d'autres partis politiques où on avait des gens qui étaient là depuis plus longtemps et qui se voyaient aussi pour longtemps dans leur poste. Donc, vous pensez que en 2022, ça ne sera pas une élection avec le mode de scrutin qu'on a actuellement? Ben, on l'espère bien. Ça, on croit que c'est effectivement, on est rendu là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, ça fait des décennies qu'on en parle de cette question-là. Donc, c'est pas comme si on n'avait pas consulté la population avant. Il y a eu multiples consultations des États généraux. Il y a eu plusieurs sondages aussi qui montrent qu'il y a un très haut taux là, d'acceptabilité sociale d'une telle réforme. Donc, nous, on pense qu'au Québec, plus qu'ailleurs au Canada, on est prêt pour cette réforme-là. Là, il va y avoir un référendum en Colombie-Britannique sur cette question-là. On va voir le résultat. Ça aussi, ça va amener là, des éléments pour montrer que la population est de plus en plus prête là, partout au pays. Mais particulièrement au Québec, les gens en entendent parler depuis longtemps. Donc, on croit qu'on est rendu là. Et aussi, ne pas le faire aurait un coût politique, pas juste pour la CAQ et pour François Legault, aurait un coût politique sur le cynisme, par rapport au cynisme de la population, parce que d'avoir des engagements aussi fermes, d'en avoir parlé depuis aussi longtemps, si ça n'aboutit pas, ça vraiment, on croit que ça aurait un dommage important là, sur la confiance de la population. Donc tout porte à croire qu'il faut que ça se fasse. Je pense qu'il y a clairement, là, on tend vers ça, et on a le temps pour le faire. Si le dépôt du projet de loi se fait d'ici le 1er octobre 2019, le directeur général des élections aura amplement le temps pour pouvoir préparer, là, mettre en œuvre la réforme pour qu'aux élections de 2022, ce soit les premières élections avec un système à finalité proportionnelle au Québec. Bon, je pense qu'on a fait le tour honnêtement, donc on a parlé de un peu tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que ça fait 30 minutes, ouais. On vient de dépasser les 30 minutes, donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ben, écoute, peut-être brièvement, dépendamment de quand ça va être diffusé, là. J'ai aucune idée, sincèrement, parce que je remets le projet à la fin novembre, la vidéo, mais je ne sais pas quand je vais la diffuser, parce que j'ai d'autres vidéos qui sont prévues pour le mois de décembre, donc je ne sais pas si je vais publier en même temps ou je vais attendre en 2019, donc ça reste, mais ça va être d'ici le mois de janvier-février, pour sûr, ça va être publié. Parfait, ok. Ben, oui, en fait, si on croit en la nécessité de réformer nos institutions au Québec par rapport à notre mode de scrutin, à notre démocratie, qu'on croit qu'on peut avoir mieux, qu'on peut faire mieux au Québec, qu'on peut s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde, puis qu'on mérite d'avoir un système qui nous reflète de façon juste, ben, il ne faut pas juste attendre après les politiciens. Il faut aussi s'engager, il faut aussi le demander. Il faut l'exiger, parce que c'est vrai que naturellement, les politiciens ont toujours ce réflexe-là de veiller à leurs intérêts. Donc, il va y avoir de la résistance, c'est sûr, on s'y attend. De politiciens, peut-être de d'autres gens dans la société civile qui ont certains intérêts en jeu. Donc, on s'attend à ça. Donc, il faut que la population soit au rendez-vous. Il faut que les jeunes, entre autres, soient au rendez-vous, puis s'intéressent à cette question-là. Et c'est pour ça que nous, on a donc lancé la campagne Chaque voix compte. Donc, si les gens vont sur le site chaquevoixcompte.com, c'est possible de s'inscrire, de suivre les développements de la campagne et surtout de répondre à l'appel quand il va y avoir des actions à mener, parce qu'il risque d'y avoir des pétitions, il va y avoir de la mobilisation, parce qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Hein? Des fois, les gens s'imaginent « Ah oui, c'est sûr, ça fait tellement du sens, une réforme du mode de scrutin, que ça va arriver de toute façon. » Et tu as aussi les gens qui disent « Non, ça n'arrivera jamais », mais il manque les gens au milieu. Les gens qui disent « Ça va arriver, mais il faut y travailler, parce que ça n'arrivera pas tout seul. » Et c'est pour ça que mon message, je dis de s'engager, hein, de s'intéresser, de s'informer, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, comment ça fonctionne. Puis est-ce qu'au Québec, on peut aspirer à avoir un système comme ça, qui va faire en sorte que le pouvoir ne sera plus concentré entre les mains d'un seul parti, que les décisions vont se prendre de façon collective, de façon consensuelle avec les autres partis. Et ça, on pense qu'on mérite ça au Québec, et surtout avec tous les défis qui s'en viennent. On parle de l'environnement, hein, les défis d'environnement, les défis de développement économique, développement social. Mais tout ça passe par les décisions qui sont prises par nos élus. Et si nos élus ne reflètent pas réellement ce que la population souhaite, c'est sûr que les décisions qu'ils vont prendre ne vont pas refléter ce que la population souhaite. Il ne faut pas s'étonner de ça, là. C'est un fait. Mais ce qu'il faut, c'est de dire qu'il faut venir changer au niveau de nos institutions comment on choisit nos décideurs pour que les décideurs prennent des décisions qui reflètent nos valeurs. Et pour ça, il faut s'engager, il faut être actif, il faut se rendre sur chaquevoixcompte.com et s'impliquer avec nous.